ils ont fait du cinéma, ils ont fait des manifestes à chaque fois, du cinéma, de la photographie, de la sculpture. Ils ont publié des manifestes en pagaille. Ça serait bien d'ailleurs d'avoir ce livre comment s'appelle-t-il? Bon, ça me reviendra par la suite, j'ai pas le temps de m'arrêter pour réfléchir. De Giovanni Lista, c'est venu quand même, sur les manifestes futuristes, vous en avez une grande partie, mais il y en a beaucoup plus, manifeste de la luxure par exemple, manifeste de la cuisine futuriste, etc. Il n'y a pas un domaine, si vous voulez, qui leur est resté différent. Alors, Bala, la petite fille sur le balcon, eh bien c'est une des œuvres, si vous voulez, là aussi, un peu phare du futurisme italien. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec les thématiques brûlantes, les brûlots justement, de ses amis et disciples et ex-disciples futuristes. C'est une petite fille qui court sur le balcon, c'est mignon comme tout, et puis, vous voyez comment, c'est quand même astucieux. Donc, vous voyez, il y a une représentation du mouvement. Ça, Bala retient ça. Et ce mouvement est un mouvement séquentiel. Et c'est très astucieusement fait parce que vous voyez que la rambarde du balcon sert à donner une séquence un petit peu comme, si vous voulez, dans un film qui se déroule, vous avez les images qui sont séparées par des espaces noirs et qui permettent justement qu'on voit le mouvement, parce que s'il n'y avait pas ça, on verrait un truc gris qui défilerait. Vous voyez, il y a la croix de Malte qui fait que les images défilent les unes après les autres. Et là, si vous voulez, s'il n'y avait pas, même simplement ces barres, c'est pas grand-chose, pourrait-on dire, eh bien, vous voyez que ça aide justement à établir la séquentialité de cette affaire-là. Alors, où est-ce que Bala est allé piquer ça? Ben, il est allé piquer ça là, c'est-à-dire à Étienne Jules Marais et à ses expériences de chronophotographie. Vous avez tous entendu parler de ça, sans doute. Si vous ne l'avez pas, bah, je suis navré. Il faudra vous regarder alors, Marais il était prof au Collège de France, il s'occupait de physique, il s'occupait de tas de choses, il a eu des tas de brevets en particulier, et en particulier, il s'est intéressé, entre autres choses, à la photographie. Et il a inventé, de manière tout à fait contemporaine, un Américain qui s'appelait Muybridge. C'est drôle parce que les dates correspondent, comme quoi, comme on dit, les choses sont dans l'air, hein, et ils ne se connaissaient pas, et ils ont fait la même chose, exactement au même moment. Je veux dire, même leur date de naissance et de mort coïncident à très peu près. Donc, il a trouvé le moyen, si vous voulez, d'inscrire sur une plaque photographique, avec un objectif, un système d'objectifs qui ouvrait et qui fermait rapidement, si vous voulez, il a réussi à inscrire sur une plaque le mouvement d'un personnage qui court. Et les futuristes italiens, en tout cas Severini, s'est inspiré, si vous voulez, de ces photos qui ont intéressé tout le monde à cette époque-là. C'était la première fois qu'on arrivait à faire ça. Le cinéma, ça n'existait pas, si vous voulez. Hein. La chronophotographie, là, ça date des années 70 ou quelque chose comme ça. J'ai plus ça dans la tête, mais c'est la fin du 19e siècle, si vous voulez. Ça va beaucoup plus loin, même plus tard. Mais ça commence, si vous voulez, dans les années 70-80. Hein. C'est très tôt, très très tôt. Et c'est bien avant l'invention du cinéma. Donc, c'est la première fois, d'ailleurs, on ne savait pas comment les chevaux couraient. C'est les chronophotographies de Marais qui ont montré pour la première fois comment les chevaux couraient. Bah évidemment, comment vouliez-vous faire? En les regardant, vous ne voyez pas comment les pas. Ça allait beaucoup trop vite. Donc il a fallu les enregistrer, et on les a enregistrés comme ça. Et ces hommes qui courent, c'est exactement la même chose. Alors, c'était fait d'ailleurs dans un but physiologique. C'était pour étudier la physiologie du corps humain en mouvement. Et ça a été décliné sous toutes sortes de formes. Toute forme de forme, c'est pas très heureux, mais je suppose que vous aurez compris ce que je veux dire. Voilà. Une autre œuvre de Balla qui est assez marrante, celle-là,
et pleine d'humour, n'est-ce pas? C'est la dame, ça s'appelle le dynamisme, alors ça c'est très beau, hein, de la laisse d'un chien. Le dynamisme de la laisse d'un chien. C'est dire à quel point les futuristes fichent pas mal du classicisme de la peinture et des grands sujets en peinture. Parce que non seulement la peinture a renoncé aux grands sujets avec les impressionnistes, en somme, hein, avec les post-impressionnistes et avec les cubistes, c'est devenu la nature morte, mais la nature morte, je veux dire, Picasso trouvait sur sa table une bouteille et un compotier, Cézanne aussi, et il peignait ça. Donc il n'y avait plus les grands sujets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des natures mortes dans le passé, mais ce n'était pas considéré comme un grand genre. Là, c'est devenu un genre absolument essentiel, la nature morte. Or, plus loin que ça, Bala s'est intéressé à fixer son objectif, si j'ose dire, sur vraiment un détail de la rue. Alors oui, c'est pour étudier le mouvement relatif. Il y a le chien, naturellement on ne voit plus qu'il a 4 pattes, mais il en a 10, 20, c'est écrit dans le manifeste, n'est-ce pas? Et la chaîne, etc., la dame aussi, et d'une certaine manière, vous voyez, pour bien montrer cette espèce de mouvement relatif, on a l'impression que, dans le fond, ils sont sur un tapis roulant. C'est-à-dire, c'est la rue qui défile, et eux, comme si, vous voyez, ils pratiquaient une espèce de moonwalk, ou de danse, comme Fred Astaire en fait dans Parade de printemps avec sa comparse. Voilà, donc pour l'instant, on peut dire que, bon, c'est un peu des trucs, quoi. Je veux dire, c'est pas une peinture qui est époustouflante, c'est une peinture qui est moderne, qui est provocante. Je veux dire, quand les gens, à cette époque-là, ont vu ça, ils se sont dit, comme on a pu dire 150 fois de l'art contemporain, ils se foutent de nous. Hein, bon, c'est comme ça. Bon, voilà, 1912, là aussi, c'est aux États-Unis, à Buffalo. Qu'est-ce que ça met en évidence quand même, cette affaire-là? Ça met en évidence qu'il existe une persistance des images rétiniennes. C'est-à-dire qu'en effet, quand je fais comme ça, vous voyez, alors évidemment, vous allez me dire, je triche un peu parce que c'est de la lumière. Non, je triche pas, parce que si c'était du néon, je tricherais vraiment, parce que le néon est une lumière stroboscopique, hein, c'est-à-dire qui a peu d'énergie, qui s'éteint et se rallume 50 fois par seconde, c'est-à-dire avec la fréquence du courant. Mais une lampe à incandescence, elle, non, elle ne s'éteint pas, elle reste allumée. Et quand je fais ça, vous voyez que mes doigts, vous n'avez qu'à le faire si ça vous amuse, eh ben mes doigts, ben je les vois dans 150, comme le chien, si vous voulez, du tableau. Et c'est exactement ce qu'ont voulu faire les futuristes et ce qu'a voulu faire Bala. C'est-à-dire dire que quand nous regardons, c'est pas du tout ce que nous a appris la peinture, et encore moins même ce que nous a appris la photographie, que nous voyons, hein, parce que comme je vous ai dit, peut-être de manière un peu provocatoire, c'est pas la photographie qui a vérifié la perspective, c'est la photographie qui a été faite en fonction de la perspective. C'était un appareil à faire de la perspective. Or, cette vision de la photographie, elle est tout à fait aberrante. Je veux dire, nous, on ne voit pas avec un œil, notre pupille, elle n'est jamais fixe, etc. Nous avons un œil qui est constamment en mouvement, et le monde tel que nous le voyons ne correspond en rien à une photographie. Alors évidemment, nous apprenons peut-être à voir avec des photographies, parce que peut-être que ça nous réduit un petit peu la jugeote, n'est-ce pas? D'ailleurs, on le sait très bien, c'est comme ça que la propagande marche d'une manière ou d'une autre, en nous imposant des images. Mais elle a toujours fait ça. On s'étonne à l'heure actuelle, on dit, mais les images dans notre société, etc. Mais c'est dérisoire de dire une chose pareille. Les images ont toujours tenu un rôle essentiel pour imposer leur vision idéologique du monde aux sociétés. Et je dirais plus auparavant que maintenant, peut-être, parce que maintenant les gens savent lire au moins, et peut-être même ils ont Internet maintenant, ce qui leur permet de peut-être diversifier leurs sources, je ne me prononcerai pas là-dessus,
Mais il ne faut pas oublier que les sociétés antérieurement, tout au moins au Moyen-Âge, c'était des sociétés où les gens ne savaient pas lire, et qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient des images pour et puis des prêches, bien entendu, mais ils avaient des images constamment devant les yeux, et c'est comme ça qu'ils apprenaient l'histoire sainte, évidemment, c'était pas autrement. Alors, il faut aussi, quelquefois, réfléchir un petit peu à ce qu'on voit, que ceci vous serve de leçon, si j'ose dire. Voilà. Alors, ceci pour le truc le plus simple. Je vais bientôt m'arrêter, je vais faire une pause parce que je vois que ma femme s'impatiente. Non, elle ne s'impatiente pas. Non. Alors, je vais en profiter. Le deuxième stade, si vous voulez, après le mouvement, c'est une donnée qui est un peu plus complexe. Alors, je vous rappellerai cette jolie formule E égale VT. Hein? L'espace parcouru, est égal au produit de la vitesse par le temps. E égale VT. Donc, on est déjà dans parce que le mouvement, c'est pas quantifiable. Le mouvement, il existe. Mais on peut dire qu'il a parcouru tant de mètres en tant de temps. Et à partir de ce moment-là, on exprime une vitesse. Alors, on va parler du culte de la vitesse. Et c'est vraiment central dans le futurisme italien, même si, tout de suite, dans leur manifeste, ils vont plus loin que la vitesse, que le culte de la vitesse. Ils parlent du dynamisme. Alors, on verra le dynamisme après, c'est encore plus compliqué. Parce que la vitesse, c'est quantifiable, le dynamisme, c'est pas quantifiable. Et c'est d'autant moins quantifiable que vous verrez comment les futuristes l'interprètent. Alors, voilà le culte de la vitesse. Donc, le culte, ce paragraphe sur la vitesse commence par un sous-chapitre que j'ai intitulé « Le culte de la vitesse ». Vous voyez, comme quoi je fais les choses bien. Non seulement vous me donnez des sous-titres, mais des sous-sous-titres. Donc, voilà une œuvre de Boccioni qui s'appelle « Ceux qui partent ». Ceux qui partent, et vous voyez des gens qui sont assis dans un compartiment de train. Hein. Alors, vous les voyez mal, bah, évidemment. Vous les voyez mal parce qu'ils sont emportés par la vitesse. Hein, donc, ils sont très abstraits, vous voyez. Ils roupillent, ils sont emportés par la vitesse. Ils sont inactifs, mais ils sont emportés par la vitesse. Et du même coup, ils sont, je dirais, positivés par la vitesse. Et vous voyez que la vitesse empêche, malgré tout, qu'on voit les choses très nettement, puisque les maisons devant lesquelles passe le train, elles entrent dans le train elles-mêmes. Et les futuristes ont tout à fait raison en disant que les maisons entrent, la rue entre dans la maison. Là, c'est la maison qui entre dans le train. Et d'ailleurs, vous savez très bien vous-même que quand vous êtes dans un train, dans une gare et qui part, vous ne savez pas si c'est vous qui partez ou si c'est le train qui est à côté qui bouge. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de relativisme, si vous voulez, des positions, sans parler de la théorie de la relativité, encore que ça commence comme ça, hein, quand même. Mais vous avez cette espèce d'effet comme ça, où les gens, d'ailleurs, sous le coup d'une espèce de comme ça, d'écroulement, assis sur leur siège comme ça, ils commencent à être dans un état de semi-conscience, hein, de rêve éveillé, hein, comme l'on dit en psycho, et voilà, et en effet, les maisons. Et la vitesse fait qu'il y a un brouillage complet de l'image. Et ce brouillage complet de l'image, vous voyez, il est, je dirais, représenté par ces hachures comme ça, comme vous verriez comme ça quelque chose qui se déplace dans l'eau et qui laisse des rides. Là, c'est comme si le train s'enfonçait dans l'espace. Il laissait lui aussi, d'ailleurs ça se verra en soufflerie, c'est comme ça que ça se passe. Hein.
il y a des traînées comme ça qu'on peut mettre en évidence en envoyant de la fumée. Je vous rappelle, entre parenthèses, et puisque l'occasion m'en est donnée, que l'homme qui a inventé les essais en soufflerie s'appelle Gustave Eiffel, n'est-ce pas? Et qu'il a utilisé ces essais en soufflerie pour tester la résistance de sa fameuse tour. Peut-être même le viaduc de Garabit, je ne sais plus exactement, la tour en tout cas, c'est vrai. Alors, les gens qui partent, ça c'est bien. Ils partent, ils bougent, c'est positif, ils sont absolument futuristes ces gens-là. En revanche, et vous voyez que les couleurs, elles sont vives, c'est du bleu, bon, il y a du rouge, il y a du jaune, etc. En revanche, il y a ceux qui restent. Il y a trois, c'est un triptyque. Hein. Il y a ça s'appelle stati d'anima, les états d'âme. Alors il y a un premier que je n'ai pas amené, on ne peut pas multiplier, j'en mets tellement d'images. La première scène s'appelle Les Adieux, donc c'est sur le quai de la gare, on ne voit pas grand-chose, la fumée de la locomotive, et puis des vagues gens comme ça qui se saluent. Il y a donc, deuxième élément du triptyque, ceux qui partent, et les plus malheureux, comme on dit, c'est ceux qui restent. Et vous voyez que la peinture, elle est psychologisante ici. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces lignes qui sont dynamiques, et les lignes dynamiques, c'est connu depuis très très longtemps dans l'histoire de la peinture, ce sont les lignes diagonales qui vont vers le haut, comme ça, qui vont du bas à gauche vers le haut à droite. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui se passe dans l'image précédente. Voilà. Et ici, au contraire, vous avez ces lignes verticales qui viennent, je dirais, stopper, en quelque sorte, le mouvement vague de ces gens qui s'en vont dans le brouillard. Vous voyez, c'est véritablement connoté de manière complètement négative, si vous voulez. Donc ceux qui passent, ceux qui restent, sont connotés complètement négativement. C'est ceux qui ne bougent pas. C'est les inertes, en quelque sorte. Vous voyez comment Boccioni traite cette affaire. Alors, les formes elles-mêmes, les formes des personnages, c'est une espèce de cubisme en tuyau de pipe, comme auraient dit les gens qui parlaient de Léger, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est un cubisme avec des formes comme ça, qui sont un peu articulées entre elles, mais ça n'est pas le prisme, si vous voulez, c'est pas prismatique, comme les cubistes, tout au moins pendant une certaine période. Au contraire, ce sont des corps ronds, comme chez, je disais, Fernand Léger, n'est-ce pas? Le tubisme de Fernand Léger, qui trouve ici une espèce de... voilà. Toujours dans le... Où est-ce que j'ai filmé? C'est pas ça. Toujours dans cette idée, j'ai déjà effleuré le propos avec ceux qui partent. L'effet de la vitesse, c'est les compénétrations d'espace. C'est ce que les futuristes appellent compénétration d'espace. Donc on a vu une première compénétration d'espace dans ceux qui partent, et là vous en avez une qui est beaucoup plus développée, qui est dans ce tableau de Severini, vous voyez, qui est daté, là encore, de 1912, décidément on n'en démarre pas de cette année 1912, et qui s'appelle le Nord-Sud. C'est un métro, d'ailleurs, que vous connaissez sans doute, la ligne Nord-Sud est une ligne particulière dans Paris, parce qu'elle avait été donc construite en dehors de la CNP, la compagnie du métropolitain de Paris, qui avait fait les premières lignes. Donc c'est une autre ligne, une autre compagnie privée qui a fait ce Nord-Sud, qui est absolument superbe, avec des stations qu'on a massacrées souvent, pas toutes, mais il en reste quelques rudiments, et c'était magnifique, c'était beaucoup mieux que le métro de Moscou. Enfin, je suis désolé, je vais peut-être choquer ceux qui trouvent que le Moscou c'est très beau, c'est très pompier, mais enfin bon, tant pis. Alors, vous voyez, là, donc, les espaces sont très compénétrés les uns avec les autres. Vous voyez, les gens qui sont assis, ils sont en même temps sur le quai. Les pancartes lumineuses rentrent dans le métro. Il y a tout un embrouillamini comme ça qui est sous l'effet de la vitesse.
Autre caractéristique de Severini, qu'il ne possède pas en exclusivité, mais qu'il aime beaucoup, et là où on voit qu'il est proche des cubistes, si vous voulez, c'est de jouer beaucoup avec les inscriptions et avec les lettres. Hein. Ces lettres viennent ponctuer l'espace, et ce rapport, si vous voulez, entre l'écrit et le peint est une chose qui n'est pas inintéressante ici. Allez. Non, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter un petit peu, hein. Je vais pas, rassurez-vous, vous n'êtes pas au bout de vos peines. On va en profiter, si vous voulez, d'une part pour donner le champ libre à ceux qui veulent se promener un peu. Je ne fais naturellement d'allusion à personne ici. Et aussi pour répondre à quelques questions si vous avez la volonté de m'en poser. Profitez-en parce qu'il n'est pas dit qu'à la fin de l'heure, on y arrivera. Ça va? Vous suivez? Ça vous suffit? Des questions? Allez. Oui, mais pour répondre à qui? Oui, il y en a qui fuient. Hein. C'est ceux qui partent. Oui, monsieur. Nous, on est ceux qui restent. C'est pas une question sur la peinture, mais c'est quelle ligne précisément, la ligne nord-sud? Mérid'ici, Porte de la Chapelle, voilà. Porte de la Chapelle, Mérid'ici. Merci. Allez-y, hein, ça vaut le coup, c'est une très belle ligne. C'est très beau. Moi j'ai lu le document que vous nous avez envoyé, là, oui. Imprimé. J'ai trouvé qu'il y avait des horreurs décrites dedans. Vous l'avez lu? Parce que sur le nu, c'est pas mal. Sur le nu, dans le manifeste du futurisme, là, nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris des femmes. Bon, pour la première partie, je crois avoir été assez clair. Vous expliquez pourquoi l'anarchisme, pourquoi ceci. Bon, je veux dire, ils prennent ce parti-là. Hein. Et si vous voulez, c'est d'autant plus scandaleux, je vais faire très vite, c'est que la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle a été secouée par une série d'attentats anarchistes. En France, en Italie, un peu dans toute l'Europe. Mes grands-parents, j'en profite parce que ma femme a entendu cette histoire 150 fois, qui étaient venus d'Italie et qui s'étaient installés à Lyon en 1894, ont été, sinon les témoins directs, tout au moins, étaient là au moment où le président de la République, Sadi Carnot, a été assassiné par l'anarchiste italien Caserio. Et il y a eu... j'ai lu, tiens, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas pourquoi, par hasard, j'ai lu, et moi je qualifie cette histoire que... C'est pas que je raconte l'histoire de ma famille toujours, c'est parce qu'on est entre nous, là, on est en famille, justement. Il m'arrive souvent de raconter cet épisode parce que, à cause justement des images qui ont été faites, de ce que ça représente justement dans l'histoire du futurisme, mais il y a eu une chasse aux Italiens, des ratonnades, hein, moi je dis des ratonnades. J'ai vu un article l'autre jour sur cette affaire-là où quelqu'un a repris ou appris, c'est une conjonction si vous voulez, utilise le terme de ratonnade aussi. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça nous rappelle de très mauvais souvenirs. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, vous n'avez qu'à regarder l'exposition qui est à côté, qui me rappelle à moi aussi, à titre personnel, de très mauvais souvenirs. La guerre d'Algérie, je veux dire. Donc, ça, on a compris. Alors, le mépris de la femme, je vais vous expliquer, non pas que je veuille absoudre le Marinetti, mais pour apporter un peu de baume. C'est que cette époque-là,
avec cette espèce de décadentisme. Vous avez des personnages comme Gabriele D'Annunzio. Je ne sais pas si vous avez lu du Gabriele D'Annunzio, ça se fait peu à l'heure actuelle de lire, ou Marcel Prévost. Est-ce que vous avez lu Marcel Prévost? Donc, ou Victor Marguerite. Mais Victor Marguerite, c'était déjà d'abord olé, et c'était ton corps est à toi. Donc c'était au contraire, c'était plutôt féministe. Mais les autres romans de cette époque-là, y compris d'ailleurs ce que Marinetti écrivait avant d'écrire son truc, c'est des mouvements, et puis le symbolisme c'est comme ça, c'est la femme fatale, c'est la femme, écoutez, la femme et le pantin. C'est pas moi qui l'ai écrit, n'est-ce pas? Vous avez peut-être lu ça, vous avez peut-être vu l'interprétation qu'en donne Louise Buñuel. Hein? Donc c'est une époque, si vous voulez, où la littérature est un peu nauséeuse, justement, à cause de cette vision de la femme, de cette femme à la fois adulée, crainte, haïe, terroriste. Puis en plus, les gens ont peur d'attraper la syphilis, hein, non pas forcément avec les femmes de la bonne société, encore que, on ne sait jamais, mais c'est, si vous voulez, une image de la femme qui est envahissante sous un côté vraiment, véritablement, très nauséeux. Et quand les futuristes pointent cette histoire-là, évidemment, c'est avec un Marinetti qui n'est pas encore complètement dégagé de cela, mais surtout c'est ça qui pointe, c'est pas la femme en tant que telle. Je veux dire, le féminisme à cette époque-là, ça n'existe pas. Il y a les suffragettes en Angleterre, bien entendu, c'est vrai, hein, non mais c'est important. Il y a la Commune, il y a Miss Michel, il y a quand même des tas de femmes qui tournent le dos à cette image justement nauséeuse de la femme, et les futuristes, c'est contre ça qu'ils luttent, cette espèce de débauche, si vous voulez, dans la peinture, si vous voulez. Je vous l'ai dit d'ailleurs, quand j'ai parlé de la peinture la semaine dernière, j'ai fait allusion à la peinture pompier, enfin académique, etc., où il y a des nus en pagaille, des nus, alors évidemment, c'est l'exercice, paraît-il, le plus difficile en peinture. Bon, sans doute, comme diraient les futuristes, mais c'est surtout une manière d'étaler comme ça de la chair pour la satisfaction des bourgeois qui ont les moyens de se payer ça et de se mettre ça dans leur cabinet de peinture, parce qu'ils ont des cabinets de peinture. Il y a les peintures qu'on expose dans les salons, etc. Et puis pour les gens qui ont des moyens, il y a les cabinets de peinture. Alors le cabinet de peinture, on met ce qui n'est peut-être pas tout à fait montrable pour tout le monde. Et alors on va après fumer son cigare entre copains, n'est-ce pas? Après avoir bien picolé, on va, et puis alors on regarde. Voilà. Passons. Donc, les futuristes italiens, ils sont en effet contre cette affaire-là, et ils le manifestent de manière très tapageuse. Mais il y a eu des futuristes parmi les femmes, il y a eu des femmes parmi les futuristes. Et d'ailleurs, si on se place non plus en Italie, mais qu'on se place en Russie, les femmes comme Lyubov Popova, par exemple, peintre que j'adore, ne serait-ce que parce qu'elle se prénomme Lyubov, je veux dire, se prénommer amour comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Ou je t'aime, enfin, je suis pas russologue, etc. Mais naturellement, c'est dérivé du verbe aimer. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui pourraient traduire, on pourrait dire peut-être aimer, après tout. Aimer, ça existe, mais je ne sais pas si ça a la même racine. Passons. Donc, les femmes, en Russie, Popova, Rosanova, Alexandra Exter, je pourrais vous en débiter plusieurs, Goncharova, Natalia Goncharova, qui s'est expatriée et est venue en France, est morte en France d'ailleurs. Donc il y a véritablement un mouvement, enfin les femmes peintres ont beaucoup embrassé le futurisme au travers
de l'Europe, moins en Italie et un peu en France. Encore une fois, Valentine de Saint-Point, il faut le faire, de s'appeler Valentine de Saint-Point, a publié un manifeste. Bon, on reprend, on y va. Voilà. Alors, troisième chose, après le culte de la vitesse et compénétration de l'espace, on continue. On parle maintenant du simultanéisme. On y est. Alors le simultanéisme, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez un personnage, n'est-ce pas, qui est la mère de Boccioni. Le tableau est de Boccioni, il s'appelle « La rue entre dans la maison ». C'est de 1911, c'est très précoce, n'est-ce pas, et vous voyez que, alors, il y a naturellement des compénétrations d'espace dans cette affaire-là, mais vous remarquez qu'il n'y a pas de vitesse. Donc, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je mets ça dans une autre catégorie que les compénétrations d'espace sous l'effet de la vitesse. Là, il n'y a pas de vitesse. Il y a un personnage qui regarde à son balcon, qui donc fixe, et c'est dans sa tête que ça se passe. Le simultanéisme, c'est donc cette manière de présentifier, en quelque sorte, les choses que l'on voit, les choses que l'on connaît, et qui viennent dans la tête se mélanger. Et là, c'est très fort pour le de la part du futurisme. Parce qu'il n'y a pas de peinture à cette époque-là qui font ça, qui fonctionnent, si vous voulez, sur des principes qui sont d'une certaine manière des principes post-freudiens. C'est-à-dire qu'ils font état d'un conscient, d'un préconscient et d'un inconscient, et qui mélangent le tout sur la toile. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus curieux que Boccioni place au centre de la toile, et donc d'une certaine manière au centre de ce monde et du monde imaginatif, qu'est-ce qu'il place? Sa maman, la mamma, en quelque sorte. Et pour les Italiens, c'est pas rien, et pour Boccioni, qui est italien d'entre les Italiens, pour cette espèce de culte maternel, parce que des représentations de sa mère, il en a fait. On va en revoir d'autres d'ailleurs. Donc, la rue entre dans la maison, 1911. Alors j'avais dit que la maman, on allait la revoir, et bien on la revoit tout de suite. Parce que Boccioni, non seulement il peint, mais il sculpte. C'est un sculpteur, et c'est un très grand sculpteur. Et là aussi, si vous voulez, il a inventé, d'ailleurs il a publié un manifeste de la sculpture futuriste, et d'ailleurs le manifeste des peintres futuristes, on dit que c'est surtout Boccioni qui l'a rédigé. Enfin, je vais vous donner mon avis personnel, qui est sans doute un avis que je partage avec beaucoup de gens. Boccioni, c'est vraiment la pièce maîtresse parmi les peintres futuristes. Les autres ne sont pas inférieurs, enfin je veux dire, ils ne sont pas des peintres inférieurs, mais Boccioni a une personnalité très forte en fonction de cette théorie qu'il a élaborée au travers de ses manifestes, et en particulier le manifeste de la sculpture. Le manifeste de la sculpture, c'est plus élaboré et plus fort que le manifeste des peintres, qui est un truc un peu, je dirais, de commencement. Le manifeste de la sculpture, je crois que c'est 1912 aussi, on n'en sort pas, c'est vraiment très très bien, et si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez qu'il y a des principes artistiques qui sont très très bons. Alors, cette sculpture, elle représente, c'est un peu la même chose, si vous voulez, que la peinture que l'on a vue. Et ça serait un problème intéressant, passionnant même à développer. Je l'ai fait dans les choses que j'ai écrites, et c'est des choses dont je suis assez satisfait. En particulier encore dans cet article que j'ai écrit pour la EHESS, où justement j'ai mis en évidence cette espèce d'aller-retour entre la sculpture et la peinture, en rappelant ce qu'avait dit Michel-Ange. Il avait dit la sculpture est la lanterne de la peinture. Et pour Boccioni, la sculpture était la lanterne de la peinture, et la peinture la lanterne de la sculpture. C'est-à-dire qu'il y avait un aller-retour comme ça, un échange, où les qualités plastiques de la sculpture, au sens propre du terme, parce que la plastique, ça vient de sculpture, bien sûr, et ça a été employé de manière un peu abusive, mais usuelle pour la peinture. On parle de la plastique picturale,
alors qu'à vrai dire, c'est pas tout à fait propre, comme, enfin, on va pas se battre contre les vocabulaires institués. En tout cas, ce que vous voyez ici, c'est en effet quelque chose qui est du genre la rue entre la maison. Là, c'est la fenêtre qui entre dans la tête de maman. Parce que la personne que vous voyez, c'est l'héroïne, encore une fois, de toute la création boccionesque du temps, avec d'autres choses, mais qui revient constamment marteler sa thématique, c'est la représentation de sa mère. Donc, vous voyez, là, vous avez une fenêtre, qui est un vrai morceau de fenêtre, comme on dit qu'il y a des vrais morceaux de chocolat dans certaines glaces. Vous voyez, c'est un morceau de fenêtre qu'il a engagé dans la sculpture qui représente sa maman. Alors évidemment, qui est pas très gratifié ici, qui est un peu caricatural, il faut bien le dire. Là aussi, j'ai écrit un truc, pas exactement sur ça, mais sur la manière dont justement cette représentation de la mère est intéressante dans l'œuvre de Boccioni. Et ce que je voudrais dire, c'est deux choses. La première chose, c'est que la sculpture est en plâtre. Et les sculptures de Boccioni sont, sauf plus tard, en 14, quelque chose comme ça, où ce sont des assemblages très rudes de bois et de plaques de tôle, si vous voulez, mais c'est toujours des matériaux de très mauvaise qualité. Et de ce point de vue-là, il est là aussi un précurseur. C'est-à-dire, comme les futuristes russes d'ailleurs feront, c'est-à-dire utiliser des matériaux absolument usuels. Taklin, par exemple, il fait des assemblages où il y a une plaque de verre, du bois, etc. C'est-à-dire qu'ils renoncent, ils ne veulent plus entendre parler justement dans cette tabula rasa des matières consacrées, c'est-à-dire le bronze, c'est-à-dire le marbre, etc. Il n'en est plus question. Et d'ailleurs, vous verrez quelque chose qui semble contredire ce que je dis, mais c'est très agréable de se contredire soi-même pour avoir le plaisir de se remettre à l'endroit. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, parce que je n'oublie pas quand je dis qu'il y a eu deux choses, il y en a une première, il y en a une deuxième. La deuxième, c'est que bien que, bon, là encore, je vous demande quand même de me faire confiance de temps en temps, Français, faites-moi confiance, d'abord, cette série autour de cette œuvre-là et des déclinaisons dans des dessins, dans des peintures comme ça, elle porte un titre unique, c'est Antigracieux. C'est pas Portrait de ma mère, ça s'appelle Antigracieux. Mais c'est le portrait de sa mère, je peux vous l'assurer, et ça se démontre encore une fois dans la sérialité de cela. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle les compénétrations d'espace, c'est-à-dire encore une fois cette simultanéité que l'on a entre ce qu'on voit, ce dont on se souvient, ou ce qui vient, si vous voulez, même d'un coup d'œil immédiat. C'est-à-dire que sa mère avait l'habitude de coudre, il y a des tableaux de 1908, quelque chose comme ça, où on voit sa mère qui coud devant sa fenêtre, n'est-ce pas? Et là, c'est la variation, la variété, la déclinaison futuriste des anciens tableaux de Boccioni où il représentait sa maman à l'ouvrage, comme vous voyez qu'il ne maîtrisait pas les femmes, au contraire, et au travers de sa mère, au contraire, il les révélait beaucoup. Voici justement une œuvre de Boccioni qui est perdue, parce que justement, c'est ce qui explique que beaucoup d'œuvres de Boccioni ont été perdues, c'est parce qu'elles étaient en plâtre, et justement, elles ont été détruites. Et voilà une œuvre, si vous voulez, qui est intéressante parce qu'elle est une espèce de transition entre les œuvres un peu simultanéistes et puis une œuvre que je vous montrerai plus tard si le ciel me donne suffisamment de temps. Et on voit que ce personnage qui marche, je vous rappelle que Rodin avait déjà fait un homme sans tête qui marchait, l'homme qui marche, ça s'appelle, on saurait mieux dire.
Eh bien, c'est un peu ça. D'ailleurs, les futuristes connaissent Rodin, bien entendu, et ils aiment assez Rodin, bien sûr, il est assez brutal, etc. Ils sont très méchants avec tous les autres, hein, tous les gens du passé, même avec les impressionnistes. Bon, ils ont tort parce que d'une certaine manière, ils leur doivent beaucoup, peu importe. Donc, vous voyez ce personnage qui marche et qui emporte avec lui tout. C'est comme s'il avait été, d'une certaine manière, aimanté, hein, et qu'en passant dans les rues, comme dans un dessin de Tex Avery, dans un dessin animé Tex Avery, il y aurait pouf, les choses venaient se coller à lui parce qu'il a avalé un aimant ou un truc comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une œuvre, une photo qui est très très intéressante parce que d'une part, elle nous montre une œuvre qu'on ne connaît pas, autrement que par cette photo, et elle nous montre Boccioni lui-même devant sa photo. C'est un personnage, encore une fois, très 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 intéressant, Boccioni. Sous-titre, enfin quatrième partie dans cette affaire, c'est le dynamisme. Et là, encore une fois, c'est extrêmement difficile parce que ça ne se quantifie pas. Qu'est-ce que c'est que le dynamisme ? Le dynamisme, c'est en quelque sorte comment dirais-je, la possibilité interne de mouvement qu'a un objet qui va se déplacer à cause de ce dynamisme. Bon, vous verrez que ce n'est pas si clair que ça. En tout cas, il y a un dynamisme qui est, en tout cas, présent dans toutes les têtes futuristes, c'est le dynamisme universel. Et le dynamisme universel, évidemment, c'est un très très excellent exemple. Cette œuvre s'appelle « Mercure passe devant le Soleil vu au télescope », c'est de Balla, ça date de 1914. J'ai peut-être fait des erreurs, j'ai fait une erreur, parce que les catalogues ne sont pas toujours au point, et qu'il m'est arrivé de recopier des choses, et puis peut-être pas bien... J'ai repéré une erreur, vous voyez, c'est exceptionnel, je m'empresse de vous le dire. Là où vous voyez peut-être quelque part qu'une œuvre appartient à la collection Mattioli, eh bien c'est pas vrai. Qu'elle est à Milan, collection Mattioli, vous le verrez quelque part. Pardon ?